Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférents. Aujourd'hui, je reçois Pierre Cabon. Sa vie a basculé le soir du 13 novembre 2015 à Paris. Pierre a 33 ans, il est l'un des rescapés de l'attentat du Bataclan. Touché mais pas coulé. Sa vie, il la poursuit en fauteuil roulant. Pierre, c'est toute une vie en mouvement. Dans cet épisode, nous parlons de cette nuit dramatique, de sa résilience. On entend aussi beaucoup une formidable histoire d'amour. Avec son épouse, qu'il ne quitte plus depuis l'attentat, il multiplie les aventures à travers le monde. Il ouvre la voie comme un éclaireur. Conférencier, blogueur, créateur de contenu, il explore les possibilités d'accès à la nature et au voyage pour les personnes qui sont assises sur un fauteuil roulant. Pour lui, tout est possible. C'est possible, oui, mais autrement parfois. Parfois seulement. Alors écoutons Pierre Cabon et sa vie d'aventure. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Pierre Cabon. Bonjour Simon. Tout au long de cet épisode, on va entendre ton histoire et la nouvelle trajectoire que ta vie a prise. C'est le témoignage d'un rescapé qui s'est trouvé au milieu d'un cauchemar ou au mauvais endroit, au mauvais moment, gravement blessé, touché à la moelle épinière par les tirs d'un commando terroriste islamiste qui a frappé aveuglément les spectateurs d'une salle de concert à Paris, le Bataclan, au soir d'une série d'attaques à Saint-Denis, dans la capitale parisienne. C'était le 13 novembre 2015. Alors Pierre, tu es l'auteur avec ton épouse Myriam du livre « Un éclat dans le noir » paru aux éditions Fayard. Ce récit a pour sous-titre « Du Bataclan à la conquête du monde ». On va voir comment, après ce drame, tu as choisi de réécrire le fil de ta vie en te consacrant à l'aventure, à la liberté, au voyage, malgré le fait que tu te déplaces en fauteuil roulant depuis cet attentat. Cette conquête du monde, tu l'accomplis en la partageant à travers le média de l'aventure pour tous que tu as cofondé et qui s'appelle Wild World. Mais d'abord, Pierre, tu le sais, dans cette émission, on veut toujours en savoir plus sur la vie des invités avant qu'ils aient été au cœur de l'actualité et du sujet de l'épisode. Est-ce que tu peux nous dire quelle vie tu menais avant? Tu as grandi où? Quel était ton métier avant 2015? En fait, en 2015, moi j'avais 25 ans, donc c'était une vie tout à fait normale d'un jeune Parisien, on va dire, qui profite de la vie et qui sort avec ses copains, qui vraiment vit la vie à fond, on va dire. Et en fait, moi, le 13 juin 2015, j'ai rencontré Myriam pour la première fois, du coup, alors qu'on avait fait la même école de commerce pendant 5 ans. Et à cette époque-là, moi, je travaillais chez Pochat et Fils, donc c'est une fromagerie pour laquelle j'étais commercial. Donc je vendais des reblochons en Normandie notamment, donc c'était pas forcément très facile. Et voilà. Et en fait, c'était une vie simple dans laquelle on, on profitait. Une vie d'un jeune homme de 25 ans, tu le disais. Cette année-là, tu as donc rencontré celle qui deviendra la coéquipière de ta vie. C'est une expression que vous utilisez. Vous êtes connus comment? Elle s'appelle donc Myriam. Parle-nous un peu d'elle. Myriam, ben en effet, c'est devenu ma femme en mai 2018. Et en fait, on s'est rencontrés à un mariage d'un ami commun. Du coup, comme je te disais, on a fait la même école de commerce entre 2008 et 2013, mais sans jamais se croiser, parce qu'on était 400 étudiants dans cette école. Et 2 ans plus tard, un ami commun nous a invités à son mariage. Et par hasard, on va dire, ils nous ont assis juste à côté à la même table. Et de fil en aiguille, on est tombé amoureux après s'être très bien entendu ce soir-là. Après votre rencontre, votre vie de couple se construit, elle suit son cours. Elle est consultante en management à ce moment-là. Toi, tu es donc commercial itinérant. Vous faites des escapades. Vous allez à Étretat, dans les Alpes, ou encore en Italie, à Venise. La nature et les voyages, c'est quelque chose qui vous réunit depuis le début, tous les deux?
Oui, c'est quelque chose sur lequel on a bien accroché dès le début, cette passion un peu de partir dans des grands espaces, de faire des rencontres. Et en fait, en effet, quand on est au tout début d'une relation, on fait des petits voyages au début. Donc en effet, on a fait ce petit voyage un peu cliché, on va dire, à Venise, quelques semaines avant le Bataclan. Et en fait, on avait très envie de repartir en voyage ensemble enfin de partir à l'époque, découvrir le monde ensemble. En effet, le Bataclan a un petit peu modifié ça. Et on va voir comment, dans plusieurs dimensions. Et à ce moment-là, vous ne vivez pas ensemble, puisqu'on dit le mot ensemble depuis tout à l'heure. Tu habites, je crois, dans une colocation. C'est ça. Tu adores un groupe de musique. Il s'appelle les Eagles of Death Metal. Tu les as déjà vus en concert. Tu remarques qu'ils se produiront à Paris avec trois copains. Alors, vous prenez des places. Ce concert aura donc lieu au Bataclan le 13 novembre. Dans ton livre, tu racontes cette soirée. Tes souvenirs ne sont pas complets. Peux-tu nous dire où tu étais dans cette salle, ce qui t'est arrivé? En fait, le 13 novembre, du coup, c'est une journée complètement classique qui commence pour moi. Mais du coup, on devait se retrouver après le concert avec Myriam, qui n'avait pas très envie de venir parce qu'elle elle appréciait pas trop cette musique-là. Donc, on se retrouve avec Saoud et François à l'entrée vers 19h. On profite, on prend une bière avant que le concert commence. Et en fait, au fur et à mesure que l'heure avance, on se dit, bah, tiens, on va aller se rapprocher de la scène pour profiter encore un peu plus, parce qu'on était dans la fosse du coup. Et en se rapprochant, au bout d'un moment, on commence à entendre comme des ballons qui éclatent au fond de la salle. Et en fait, sans s'en rendre compte, nous, ce sont les premiers tirs des terroristes qui sont entrés. Et en fait, là, ça va très vite. Moi, je suis touché quasiment immédiatement. Je me retrouve au sol et Saoud essaye de m'emmener pour me faire sortir parce que lui n'a pas été touché, François non plus, heureusement. Et en fait, à ce moment-là, moi, je lui dis, vas-y, pars. Je sais pas ce qui m'est arrivé encore, je sais pas ce que j'ai comme blessure, mais je sais que je peux pas bouger. Donc, il me laisse dans la salle. Et en fait, moi, j'ai comme un blackout, on va dire, pendant une dizaine de minutes, donc le temps de l'attaque. Je me réveille quand les policiers de la BAC qui sont entrés euh, abattent le premier terroriste qui était encore dans la fosse. Donc à partir de là, voilà, une longue attente va commencer. Et moi, au moment où j'ouvre les yeux, en fait, il y a comme un message qui m'est transmis dans mon cerveau et qui me dit, ben voilà, tu ne remarcheras plus. Donc je cherche pas à bouger, etc. Parce que j'ai mal au bras, je vois un peu ce qui s'est passé autour, j'entends pas mal de cris, de pleurs, mais voilà. Et en fait, ce blackout, moi, m'a un peu sauvé, on va dire, parce que justement, j'ai eu encore aujourd'hui, j'ai aucun souvenir de ce moment-là, de ces 10 minutes j'ai rien qui n'est remonté dans ma tête. Donc j'ai pas d'odeur, j'ai pas de bruit, j'ai pas de vision de l'horreur qui s'est passée pendant cette attaque. J'ai plus de souvenirs, voilà, de l'attente des médecins, de que la police entre, soit sûr que les lieux sont sécurisés. Donc c'est ça qui a été le plus long. Et, euh, et voilà, donc ça a duré, je pense, 2 heures, 2 heures et demie. Et ensuite, une fois que les médecins ont pu rentrer, ils m'ont fait sortir. Et ensuite, j'ai été envoyé directement à un hôpital à Créteil. Et c'est là où voilà où j'ai été opéré. Alors, dans ce blackout de souvenirs, il y a un souvenir que tu rapportes il est lié à ce qu'on se disait avant. Tu écris que celle qui t'a fait tenir sur le sol du Bataclan, celle qui t'a fait lutter, t'accrocher à la vie, c'est Myriam. Alors, vous racontez tous les deux cette nuit dans le livre avec vos deux regards différents, car comme tu le disais, Myriam n'est pas avec toi, heureusement, au Bataclan. Mais évidemment, elle sait que tu t'y trouves, elle n'obtient des nouvelles de toi et du fait que tu sois en vie que le lendemain matin, elle te retrouvera à l'hôpital. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce jour-là, même si vous ne vous connaissez que depuis 5 mois, elle fait le choix de ne plus jamais te quitter. Vous allez vers l'inconnu ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, elle a eu cette force de dire, bah, en fait, moi, Pierre, je l'aime pas pour ses jambes, mais pour ce qu'il est.
Et en fait, ça a été tout de suite, ça a été très fort. Et en effet, ce genre d'événement, quand on n'a que 5 mois de relation, ben c'est un peu qui tout double. Hein. Elle part ou elle reste, et donc elle a eu cette force de vouloir rester. Et je la remercie tous les jours évidemment. Mais voilà. Et en fait, depuis ce jour-là, en effet, on ne se quitte plus. Et c'est vraiment devenu une coéquipière. Et on ne fait plus jamais rien séparés quasiment. Alors après, tu restais 15 jours à l'hôpital, tu as subi des opérations, ta vie était menacée, et puis assez rapidement, alors toi, tu racontes que tu as pris conscience que tu perdais l'usage de tes jambes, assez rapidement quand même, on te l'explique, on te le dit, cet inconnu, c'est donc la vie en étant privé de l'usage de tes jambes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été pris en charge sur le plan médical après l'hôpital? Tu as été admis dans un lieu de soins qui est aussi un monument bien connu des Français ou des touristes parisiens, c'est l'Institution des Invalides. Alors là, tu vas y passer 7 mois. Quel est le but de ce séjour? En effet, en fait, après les 15 jours d'hôpital qui étaient nécessaires pour entre guillemets retrouver une petite forme après les opérations. En fait, j'ai été admis dans ce centre parce qu'en fait, moi-même, je le savais pas. Mais en fait, les Invalides, c'est pas uniquement cette institution militaire qu'on connaît bien, mais c'est aussi un hôpital, un centre de rééducation et un hôpital pour des civils, et aussi une pension enfin une maison de retraite pour d'anciens officiers. Et en fait, à cet endroit-là, moi, je vais du coup, en effet, y passer 7 mois. Et pendant ces 7 mois, ça va être, en fait, l'apprentissage de la vie en fauteuil roulant. D'abord, ça va être terminer de me requinquer parce que j'avais un bras qui avait été abîmé au niveau de l'omoplate, donc je pouvais moi pas forcément bien me déplacer. Et ensuite, avec des ergothérapeutes, donc qui vont m'aider à découvrir comment est-ce que tu t'habilles quand tu es en fauteuil, comment tu vas reprendre un peu ta vie de tous les jours, les déplacements, la cuisine, le fait de d'accepter le regard des autres aussi, parce que c'est ça qui va pas être forcément simple au début. Et voilà, et ensuite, ces 7 mois sont aussi étalés de manière à aussi nous permettre de trouver un appartement qui est accessible, parce que c'est ça qui est le plus important. Et aujourd'hui, enfin à cette époque-là, donc on vivait dans 2 appartements séparés avec Myriam, et aucun des deux n'était adapté à un fauteuil roulant. Du coup, voilà, donc ça a été aussi l'attente de d'avoir cet appartement qu'on a obtenu en juin 2016 du coup. Et ensuite, voilà, on a emménagé ensemble pour la première fois en juillet. Alors dans cet apprentissage très complet, très laborieux, j'ai envie de dire, mais tourné vers l'avenir, l'avenir qui est la quête de cette autonomie. Est-ce que tu te souviens du premier truc que tu as pu faire en te déplaçant seul, par toi-même, dehors, en fauteuil roulant? Le premier truc qu'on a fait, en effet, c'était en février 2016. En fait, c'était la première fois que je sortais. Et en fait, on est allé fêter l'anniversaire de Saoud à l'extérieur dans un petit restaurant à côté des Invalides. Et en fait, c'était vraiment en effet la première sortie hors du parc hors de l'enceinte des Invalides, on va dire. Et en fait, à ce moment-là, voilà, c'est un premier aperçu de comment va se passer vraiment la vie. Et ce qui est déjà été très chouette à cette époque-là, c'est que même les copains qui venaient, que ce soit aux Invalides ou lors de cette fameuse sortie, aucun ne s'est posé la question de ce que c'était que le fauteuil roulant. En fait, ils m'ont tout de suite accepté comme c'était. Et en effet, ils avaient fait en sorte que tout se passe bien pour que je puisse passer partout, etc. Mais il n'y avait pas de gêne par rapport au fauteuil, il n'y avait pas de regard différent de leur part. Et c'est ça qui a vraiment aussi lancé l'acceptation pour moi aussi, et qui permet d'avancer encore plus vite, on va dire, dans cette reconstruction Mhm. et cette vie nouvelle. Et d'ailleurs, pardon de te poser cette question, mais est-ce que tu te souviens du regard que toi, tu pouvais peut-être porter en étant valide avant sur le handicap? Est-ce que c'était une notion qui t'était étrangère, lointaine? En effet, on s'est rendu compte que enfin, que ce soit moi ou Myriam, on s'était jamais posé la question, on n'avait jamais été confronté au handicap dans nos familles. Et en effet, je m'étais jamais posé la question de ce que c'était que la vie d'une personne en fauteuil roulant. Donc, on l'a un peu découvert à ce moment-là, en fait. Hein, et ça, et au final, on voit bien qu'il y a énormément de difficultés, mais en effet, quand on est bien entouré, c'est ça qui aide énormément.
Alors ta santé s'améliore à ce moment-là, l'autonomie est gagnée chaque jour, tu vas pouvoir retravailler, mais dans un autre domaine, car il n'est plus possible d'être commercial sur la route toute la journée, on le comprend bien. Alors que feras-tu? Je crois d'ailleurs que c'était un 14 novembre que tu reprends le travail. Oui, exactement. C'est le 14 novembre 2016, un an et un jour après. En fait, je rentre dans une entreprise donc d'hôtellerie chez Accor. Et donc là, je vais découvrir un nouveau métier dans le digital. Je vais travailler sur tout ce qui est référencement payant. Donc, c'est faire en sorte que les annonces du groupe sur les moteurs de recherche soient bien présentes de manière à promouvoir les hôtels du groupe sur toutes les destinations. Dans cette période, avec Myriam, vous racontez que vous pouvez enfin nourrir de nouveaux projets. Évidemment, la notion de voyage n'est pas loin. Alors, tu la demanderas en mariage aussi, tu nous l'as dit, et vous ferez aussi un premier voyage à l'étranger, moins de 2 ans après l'attentat. Donc, je saute un peu dans le temps, mais c'est un élément important, car ce premier voyage, euh, pour vous, est un moment de liberté. Mais raconte-nous la destination, comment vous l'avez choisie et ce que tu en retiens. Donc on est parti en effet en août 2017, on est parti au Canada. Et en fait, ce premier voyage, nous, il nous faisait très plaisir. On avait très envie de repartir. C'est la première fois qu'on repartait à l'étranger. On avait fait quelques trajets en France, mais sans plus. En fait, quand on part là-bas, on se dit, ben voilà, il y a de la nature, ça va être chouette. On va vraiment pouvoir se prendre du plaisir, redécouvrir la vie comme on la connaissait avant. Et en fait, quand on est arrivé sur place, on se rend compte que on a l'impression, en tout cas, que la nature n'est vraiment pas accessible, que c'est compliqué. On a énormément de matériel médical parce que on a emmené une chaise de douche parce que je connaissais que ça à l'époque. On est très chargé, on a beaucoup de bagages et en fait, une fois que moi je suis dans la voiture, c'est Myriam qui s'occupe de tout. Et pendant 3 semaines à se déplacer tous les 2 jours à changer d'hôtel, évidemment, Myriam est revenue beaucoup plus fatiguée que quand on est parti. À force de démonter les fauteuils transporter les bagages partout. On est très content d'être parti, mais en même temps très frustré d'avoir finalement vu que des villes qui étaient à peu près accessibles, on va dire. Donc on est quand même revenu un peu frustré de ce voyage, même si on a pris un bon bol d'air. Donc voilà, donc c'est une première étape qui va en lancer d'autres. Et en marge de vos activités, de ton travail de l'époque, tu fais des rencontres déterminantes qui vont changer ta perception de la vie en fauteuil roulant. Je pense à ce joueur de tennis en fauteuil qui préface d'ailleurs ton livre, Michael Jeremias, et à la bien nommée association Comme les autres. Ça a été un déclic pour toi. Qu'est-ce que tu as vu à ce moment-là? Quel est ce déclic? Ouais, l'association de Michael, comme les autres, en fait, est un peu c'est, enfin, on sait pas très bien comment la décrire, mais c'est vraiment, ça permet un regain de vie de vraiment comprendre que la vie en fauteuil n'est pas un frein. Et en fait, cette association, en fait, accueille lors de séjours à sensations fortes pendant 5-6 jours une personne à mobilité réduite, donc un blessé médulaire, donc au niveau de la moelle épinière qui a potentiellement du coup été coucouné dans sa famille, qui a été bien entouré dans un centre de rééducation et qui finalement est habitué à revivre dans une ville, on va dire, pour vraiment la vie quotidienne en fauteuil. Et en fait, le côté aventure et voyage est très peu mis en avant pendant toute cette période de reconstruction. Et c'est l'objectif de cette association de justement un peu casser ces barrières psychologiques sur en fait, une liaison fauteuil, tu vas pouvoir faire moins de choses, ça va être plus compliqué. Donc, on est parti au Maroc pendant une semaine. Et pendant cette semaine, on a fait tous les jours, matin et après-midi, du kayak, du tir à l'arc. On est allé faire de la tyrolienne, du quad dans le désert. Et en fait, là, c'est un déclic complet sur le fait que, en effet, le fauteuil n'est pas un frein quand on est justement bien accompagné, qu'on sait où aller et qu'on voit un peu quels sont les systèmes D qu'on peut trouver à cette vie-là. Du coup, voilà, c'est un déclic énorme auquel Myriam n'a pas pu participer parce que les proches ne sont pas invités sur ces séjours pour justement permettre à cette personne en fauteuil de tout découvrir sans être freiné par la famille.
La possibilité d'une vie sans être amoindrie par son handicap. C'est ce que vous écrivez dans le livre à propos de cette expérience que tu fais. Elle va nourrir les prochaines expériences que vous allez faire avec Myriam. On, on peut dire que c'est là-bas que tu as retrouvé le goût du voyage, véritablement, là-bas à Marrakech, lors de ce séjour. Mais le goût du voyage était là, mais c'est le goût de la découverte d'autres choses, le goût d'une nouvelle vie, le goût d'une nouvelle vie en fauteuil, et de vraiment se dire, bah, en fait, voilà, le fauteuil est là, on va faire avec, et on va trouver comment faire avec. On est en 2019, au moment où je décris la scène qui se passe, vous allez bah, mûrir cette idée, vous allez décider de vous consacrer au voyage et à l'aventure. Alors ça a commencé par quelque chose qui est déjà très exceptionnel, c'est de vous lancer dans un tour du monde. Alors ce tour du monde, il est jalonné de défis. Vous allez faire ensemble du kayak dans les glaciers de Patagonie, vous allez au sommet du Machu Picchu, dans la Cordillère des Andes, c'est au Pérou, vous allez même en Nouvelle-Zélande. Alors là, vous faites en Nouvelle-Zélande un parcours en tandem. Oui, c'est en fait pendant du coup ce que tu disais sur Will World au début, en fait Will World c'était vraiment l'objectif de après ces différents voyages qu'on avait pu faire, donc le Canada où on avait appris un petit peu, ensuite on est parti pendant notre voyage de noces aux États-Unis et en fait aux États-Unis on s'est rendu compte que la nature était accessible quand on parce qu'il y avait énormément d'informations dans les parcs nationaux sur ce qui était faisable en fauteuil. Ils avaient réfléchi à des parcours accessibles et en fait on s'est dit si nous on a découvert cette information, il faut qu'on puisse la transmettre à d'autres. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Wheel World. Donc d'abord c'était une association et en effet on s'est dit bah voilà pour marquer les esprits, on va se lancer un tour du monde avec des défis et de manière à pouvoir accumuler sur notre blog énormément de pays qui vont pouvoir peut-être un peu titiller l'envie de partir en voyage pour ces personnes en fauteuil. Et donc on est parti en effet en Amérique du Sud pendant 3 mois et ensuite on est arrivé en Océanie où on a traversé ce pays incroyable, la Nouvelle-Zélande qui nous est rêvé depuis qu'on avait vu Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Et en fait là on se dit on veut profiter du voyage, on va trouver un autre moyen de se déplacer et un autre moyen de se déplacer quand on est en fauteuil, ben c'est il n'y en a pas tant que ça, donc la randonnée pour faire du slow travel, c'est un peu compliqué. Et du coup, on a réfléchi au vélo. Et le vélo, il en existe un qui est un tandem sur lequel Myriam va pédaler à l'arrière. Elle a toutes les manettes pour freiner, accélérer avec les pédales, parce que c'est un vélo électrique, donc les vitesses. Et moi, je suis à l'avant avec un main d'allier. Et en fait, avec un main d'allier, ben, ça permet de pédaler avec les mains. On va parcourir le pays du nord au sud. Donc d'abord sur l'île du Nord avec une sorte d'entraînement pour un peu appréhender le vélo, parce que c'est la première fois qu'on en faisait. Et ensuite, quand on arrive sur l'île du Sud, on a une itinérance de 1000 kilomètres qui se profile devant nous. On va traverser en effet des glaciers, on va passer dans des villes comme Queenstown, aller à Tekapo au milieu d'un ciel noir d'étoiles. Et, euh, et à ce moment-là, on a 700 kilomètres dans les pattes et il y a un petit événement qui arrive, comme Tour du monde en 2019. On sait un peu ce qui arrive après et en fait, on est bloqué par le Covid en étant là-bas. Alors justement, ça me fait penser à la notion de limite, parce que quand on t'entend, et puis comme je vais avec toi un peu vite, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter autour de ce que vous faites, on a une impression de facilité, mais évidemment, c'est pas facile, c'est du travail, c'est beaucoup C'est sûr. d'entraînement, beaucoup de solidarité, il y a tout un groupe autour de toi, et ce binôme que tu formes avec ton épouse. Alors parlons de cette notion de limite. Comment ton aventure, bah, justement, a pu changer la définition que tu donnes à ce mot qu'on connaît tous, les limites? En fait, les limites, c'est sûr qu'il y en a quand on est en fauteuil. Nous, encore aujourd'hui, on en a quand quel que soit le moment, il y a toujours une limite qui va se pointer devant nous, qu'elle soit psychologique ou simplement physique, avec un environnement qui n'est pas du tout adapté devant nous. Et mais en fait, ces limites, on va essayer de trouver des moyens pour les contourner. Et ça peut être des moments où on va rencontrer sur une randonnée, on va rencontrer des personnes qui vont nous aider à passer un escalier qui est trop compliqué pour nous. Et au fur et à mesure, nous, de nos aventures, on a aussi découvert des moyens de pouvoir contourner ces limites. Donc on a découvert avant de partir un harnais d'expédition polaire et ce harnais d'expédition polaire qui permet normalement à des explorateurs comme Mike Horn de tirer des luges à travers des glaciers. Nous, ça nous permet
d'avoir un effort commun. Donc, on accroche des cordes au fauteuil qui sont reliées au harnais. Donc, Myriam est à l'avant, elle tire, moi je continue de pousser sur mes roues. Et comme ça, on peut vraiment traverser des plages qui vont être pleines de galets, plus compliquées comme terrain quand on est en fauteuil et qu'on y va juste par soi-même. Et à chaque fois, en fait, on se dit, si nous, on a réussi à le faire, il faut qu'on transmette cette information. Et en fait, l'information est clé quand on est en fauteuil, parce que quand on est parti en voyage la première fois au Canada, ben, c'est vraiment ça qui était problématique. Il y avait très très peu d'informations sur le voyage en fauteuil, et c'était souvent sur les blogs qu'on voyait, ben, mon fauteuil est arrivé cassé. Donc, quand on arrive avec son fauteuil cassé dans une destination pour 3 semaines, ben, clairement, les vacances, elles s'arrêtent tout de suite. Donc, voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on essaye de transmettre aujourd'hui sur notre blog, sur les réseaux sociaux. On essaye de montrer un peu tout ce qu'on fait et à chaque fois avec cette idée de permettre à d'autres de se dire, ben voilà, avec mon handicap, avec mon équipement, avec les copains que j'ai, avec mes coéquipiers du jour, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et comment ça va se passer pour moi. Et comment ça va se passer? En effet, donc c'est quelque part, vous êtes des éclaireurs, vous allez un peu avant les autres sur ce chemin. Les éclaireurs, c'est d'ailleurs, je crois, le titre d'une série de vidéos qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube. Tout à Euh, fait. Avec Will Word, vous alertez, vous partagez, vous donnez des conseils. Euh, le sens le plus important que tu donnes à cette démarche, c'est justement ce partage-là. Comment tu le définirais? Oui, aujourd'hui, Will World, c'est vraiment l'idée de se dire, quand on est en fauteuil, on est un peu tous dans la même galère, on a tous envie d'avoir une vie comme les autres. Et l'association de Nickel porte très bien son nom. On est souvent frustré par la société qui peut nous mettre des bâtons dans les roues avec des équipements peu adaptés ou une réflexion qui n'est pas forcément faite sur l'accessibilité ou on pense à la norme, mais on pense pas vraiment à comment ça va se passer une fois que la norme est appliquée. Est-ce qu'elle est logique? Est-ce qu'elle est pratique pour une personne en fauteuil ou avec un autre handicap? Et en fait, avec Will World, on essaye vraiment de se dire, ben voilà, on va permettre à des gens qui ont vraiment plus la possibilité de se déplacer, on va leur permettre de s'évader un petit peu. Donc avec nos images, avec les photos qu'on peut mettre, les vidéos. Et ensuite, c'est surtout les messages qu'on reçoit qui sont très forts. Parce que depuis on a créé ça en 2018, on reçoit énormément de messages de personnes qui se disent je suis en fauteuil, j'ai enfin envie de repartir en voyage. Ou mon enfant, mon parent est en fauteuil et on pensait que le ski n'était plus accessible, que le sport était trop compliqué. Et finalement, avec ce que vous faites, je suis allé voir un club à côté de chez moi. J'ai eu envie de l'emmener au ski, j'ai trouvé des solutions. Et sachant qu'en fait, l'information, elle est peu accessible ou on sait pas trop où aller la chercher. Et en fait, nous, en mettant en lumière des écoles de ski, des personnes avec leur association qui font du char à voile au Touquet et qui trouvent des moyens faciles. Il n'y a pas besoin de répondre à une norme 100% pour vraiment permettre de faire du char à voile. Et en fait, ce genre de personnes, elles sont tellement importantes qu'on a envie de les mettre en lumière et c'est ça qui nous tient tous les jours et qu'on a envie de pousser tous les jours. Alors, quand je t'écoute, je vais dire un lieu commun, mais à mon avis, c'est très important. Ce qui me frappe, c'est la notion de mouvement dans ce que tu racontes. Le mouvement, alors, il est entravé, mais dans ton cas et dans la situation des personnes en fauteuil roulant, mais il n'est pas impossible. C'est une nouvelle définition des possibilités, finalement, que tu t'efforces de démontrer. Ben, oui, c'est sûr que le mouvement est extrêmement important quand on est en fauteuil. Ben, déjà, le côté sport santé est extrêmement important parce que si on est en forme physiquement, ben, ça va être plus simple pour faire ses transferts, pour simplement vivre sa vie de tous les jours. Une fois qu'on est bien rodé sur sa vie de tous les jours, en effet, on peut se projeter sur se dire, ben, tiens, j'ai envie de partir à l'aventure. Et partir à l'aventure, en fait, c'est pas aller faire du saut en parachute en Australie, ça peut être simplement de se dire ben, je vais sortir de chez moi, je vais aller dans un parc, je vais aller me balader tout proche, se dire ben, tiens, j'ai jamais pris le train parce que je pensais pas qu'il était accessible et finalement je vais monter dedans et je vais aller à 1 heure de Paris, à 1 heure de Lyon pour découvrir la montagne, découvrir une activité en fauteuil tout terrain parce qu'il y a il y a énormément de matériel qui existe
et de se dire, ben voilà, il y a une petite association qui a un fauteuil tout-terrain, je vais pouvoir aller m'éclater dans la montagne avec mes potes, ce que je pensais plus possible. Et en effet, l'aventure, elle est au coin de la rue, en fait, et c'est ça qui est hyper important. Et en effet, le mouvement, c'est se déplacer. C'est sûr que c'est nous, c'est ce qui nous tient. On tient pas en place, ça c'est sûr. Alors Pierre, l'aventure est au coin de la rue, mais pour toi, elle est aussi à l'autre bout du monde. Ça peut être aussi sur les hauteurs. Alors, on l'a pas dit, mais il y a quelque chose d'absolument exceptionnel là aussi que j'ai envie que tu nous racontes, c'est l'ascension du Kilimandjaro. C'est en Afrique, en Tanzanie, à l'est du continent. Comment d'abord tu as eu cette idée et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? L'ascension du Kilimandjaro, c'est un des défis qu'on avait prévu pendant notre tour du monde. Et c'est presque un peu une aubaine que le Covid soit arrivé, parce que je pense que après l'avoir fait, je pense qu'on n'était pas forcément prêt physiquement à s'attaquer à ça, et non plus, on n'avait pas forcément le meilleur équipement. Et en fait, on avait toujours gardé ça dans un coin de notre tête. Après être revenu en France, et en fait on s'est lancé dans une préparation de CrossFit pour se dire ben voilà, on se donne tous les moyens pour arriver jusqu'en haut. Donc pendant 5 mois on a fait une soixantaine de séances de CrossFit à les ballons pour vraiment retrouver après les confinements et les cookies, un peu une forme physique comme il se doit. Et début juillet 2022, on est parti là-bas, et en fait, on a eu une ascension pas forcément comme on l'avait prévu, parce que du coup, on était parti avec une petite équipe. Il y avait ma sœur, un copain, et Nicolas qui nous accompagne dans nos aventures. Et en fait, à ce moment-là, on se dit, ben voilà, l'ascension va bien se passer. On avait échangé avec les guides de savoir un peu comment était le terrain. J'avais un fauteuil qui était un peu plus robuste, avec une roue avant qui permettait vraiment de d'avaler les cailloux plus facilement. Et en fait, après 2 heures sur la première étape, sur une route un peu bétonnée, on rentre dans la forêt, et là, l'aventure change tout au tout. Parce qu'en fait, on tombe sur des amas de pierres énormes, très compliqués. Et du coup, à ce moment-là, les porteurs et guides qui nous accompagnaient se mettent en ordre de marche pour le restant de l'ascension. Donc, nous prend quand même, l'ascension prend 5 jours environ, Mhm. avec une étape d'acclimatation à 3700 mètres d'altitude. Et donc là, ils sortent les cordes, les rondins de bois, et ils commencent à porter le fauteuil, puisque c'est des énormes marches de cailloux, de boue, assez compliquées pour nous. On n'aurait jamais pu le faire tous les trois ou tous les cinq. Mhm. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, l'aventure, elle a certes changé, mais elle devient de plus en plus belle, puisqu'en fait, les porteurs qui étaient là au départ pour uniquement, entre guillemets, porter nos sacs et nous faciliter la vie, se sont vraiment attachés au projet et n'avaient qu'une envie, c'était de nous emmener jusqu'en haut. Et, euh, et en fait, sur la dernière étape, du coup, entre 4700 mètres d'altitude et le sommet à 5895 mètres, on se retrouve dans un pierrier qui s'appelle Jamaïca. Et en fait, ce pierrier est très compliqué à manœuvrer, parce qu'il y a énormément de sable. Les cailloux s'enfoncent quand les porteurs mettent les pieds dedans. Donc la sécurité d'un peu tout le monde est un peu mise en jeu. Et nous, certes, on avait envie d'aller jusqu'au sommet, mais on n'avait pas du tout envie de se mettre en danger. On est toujours la sécurité, quand on est en fauteuil, elle est toujours quand même très présente. Et surtout la sécurité des porteurs, parce que eux, c'est leur vie. L'ascension du Kilimandjaro, ils le font 35 fois par an. Ah ouais. Et ils se cassent une cheville, mais c'est une saison complète qui saute. Et on voulait pas ça. Et du coup, on s'est arrêté à 5566 mètres. Et donc c'est très précis, mais très fier de cette ascension. Et en effet, on a appris depuis nos différentes aventures que c'est pas forcément le bout du chemin qui est le plus important, c'est le chemin qu'on a parcouru. Et donc on était très fiers d'être arrivés jusque-là. Et c'est clairement un des plus beaux souvenirs de notre vie, clairement. J'ai l'impression que ces souvenirs, tu cherches à les, à les agrandir d'année en année, d'expédition en expédition. Alors, au moment où on se parle, on est début novembre. Je signale que fin octobre 2023, tu viens quand même euh, d'être la première personne en fauteuil roulant à avoir accompli un semi-marathon au Maroc, bien connu, le semi-marathon des Sables. Alors là, si, c'est un autre décor. C'est toujours du mouvement, c'est toujours de l'aventure.
Des fois, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qui te prend et où tu trouves cette énergie, cette ressource de trouver à chaque fois des nouveaux défis? Ben, en fait, quand on est rentré du Kilimandjaro, on s'était dit, bah, on va continuer quand même un peu de sport avec notre coach. Et donc, on s'est dit, bah, on va changer un peu. La montagne, c'est bien, mais on va se mettre un peu à la course à pied. On va voir comment ça va se passer. Et en effet, de se dire, après avoir fait une ascension d'une montagne comme le Kilimandjaro, se dire, on va aller faire un 10 km en région parisienne, c'est pas forcément ce qui nous est rêvé. Et en fait, Myriam a un peu regardé ce qui existait. Et en fait, le, le marathon des sables, le half marathon des sables sont très forts en communication. Clairement, ils font rêver avec leurs images. Et donc, Myriam leur a écrit en février 2023 en leur disant, ben, est-ce que ça vous dirait, nous on voudrait le faire, est-ce que ça vous dirait d'accueillir une personne au fauteuil pour faire ce défi? Et quand ils nous ont répondu, en fait, ils ont été plus qu'emballés par la proposition, parce qu'ils avaient sur le marathon des sables, donc qui est une course de 240 km dans le désert, ils ont déjà eu des joëlettes, donc c'est des chaises à porteurs sur roues avec des grosses équipes qui permettent à des enfants ou à des personnes avec un handicap un peu plus lourd, parce que la joëlette est un équipement complètement passif, de vraiment découvrir ce genre d'aventure. Et quand on leur a proposé notre projet, ils se sont dit, bah, tiens, ça change un peu. Et en plus, moi qui ne veux pas être passif dans ce genre d'aventure, on va un peu se remuer pour voir ce qui est possible, ce qui existe comme matériel. Et donc, ils ont trouvé un fauteuil roulant qui est de la marque Vipamat, qui normalement équipe les marathoniens qui veulent emmener une personne avec un handicap sur la route d'un marathon, d'un semi. Et donc, ils ont fait le test en avril dernier et ils se sont dit, ça peut le faire. Nous, on n'a pas très bien réussi, mais vous, vous êtes plus habitués à ce genre d'aventure. Donc, venez et on verra bien comment ça se passe. Et donc, on est arrivé le 14 octobre dernier à côté de Ouarzazate, donc dans le désert, à la frontière algérienne. Et en fait, à cet endroit-là, il y a un bivouac. On était 500 participants et ils nous ont accueillis vraiment à bras ouverts de voir comment c'était possible de justement affronter le désert et le sable, qui est quand même le pire ennemi d'une personne en fauteuil. Parce que quand tu pédales déjà à vélo dans du sable, c'est compliqué. Donc à quatre roues, ça l'est encore plus. Et en fait, cette aventure, on savait pas très bien ce que ça allait donner. La première étape, on a fait que 5 kilomètres parce qu'il y avait énormément de sable. Et en fait, sur les deux autres, ils ont réussi à trouver un bout de terrain qui était beaucoup plus plat, faisable en fauteuil, avec des portions de lac à sécher. Et au final, en 3 jours, on a fait 55 kilomètres dans le désert. Et en effet, je suis la première personne en fauteuil à l'avoir fait, mais c'est surtout une opportunité énorme de se dire, mais voilà, même dans des conditions pareilles, il fait chaud, il faut s'adapter, parce que quand tu es en fauteuil avec une blessure médulaire, tu régules moins bien la température. Donc j'avais très chaud, mais au final, on finit par s'habituer, on voit comment ça se passe. Les équipes aussi ont découvert ce mode de déplacement et comment bien trouver les moyens de nous aider. Donc on avait un pick-up à disposition si on était trop fatigué, qu'il y avait toujours de l'eau pour nous. Et la prochaine étape, ben, c'est d'en refaire un mieux avec plus de personnes en fauteuil, de d'autres équipages pour vraiment vivre ça avec les concurrents et en fait cette épreuve, elle est certes, il y a un côté individuel pour les meilleurs, on va dire, mais le côté convivial, entraide est vraiment présent. Et c'était juste une expérience incroyable et on a hâte de la prochaine. Donc la prochaine, toujours dans le cadre du semi-marathon des sables. Complètement. En fait, on va travailler avec l'organisation de manière à vraiment rendre ça le plus accessible possible. C'est leur slogan, rendre la course dans le désert accessible. C'est une course où, pour être finisher, on peut même marcher pour le faire. On n'est pas obligé de courir et on prend son temps. L'équipe médicale, l'équipe de bénévoles est vraiment présente. Ils sont tous à fond. Ils soutiennent tout le monde, que ce soit le premier, le dernier. Il y a le même soutien qui est là et on a vraiment envie de pouvoir permettre à tous de pouvoir faire cette course. On va suivre ça avec attention, avec intérêt. Alors, ce qui me frappe aussi en t'écoutant, c'est la mobilisation que tu entraînes avec Myriam autour de toi. Tout à l'heure, tu parlais des regards sur le handicap. Je voudrais pas éluder ce point et à partir de ton témoignage, je vais essayer de bien cerner les choses. Dans le cadre de tes projets d'aventure, tu es pas un super-héros, mais tu es vraiment très valorisé.
Et ton handicap, et même, tu le disais, pour la communication du marathon, est un élément positif de récit. Mais au quotidien, est-ce que tu perçois une duplicité dans les regards qui peuvent se porter sur toi? Alors évidemment, quand c'est pas un journaliste qui pose des questions sur ça, ou dans la vie de tous les jours. Euh, En fait, on se rend compte, c'est ça qui est assez marrant. Moi, je me rends compte le regard quand on est en pleine forêt, quand on est dans le désert. En fait, le fauteuil est enfin, a disparu complètement. C'est plus le côté, bah, t'es là, tu fais une aventure comme tout le monde. On est dans la même galère et tu vas voir, ça va être chouette. Et en fait, quand on se balade en ville, le regard des gens est un petit peu différent. Il y a le regard des enfants est tout aussi simple que, enfin, ils regardent une personne. Ils se fichent complètement de que je sois en fauteuil. Et même souvent les enfants, la première question qu'ils me posent, c'est comment est-ce que tu t'habilles ou comment est-ce que tu te couches. Et alors qu'un adulte, en fait, on se met énormément de barrières psychologiques au fur et à mesure qu'on grandit tous. On a tous des évolutions de mentalité, évidemment, depuis notre enfance. Mais le regard d'un adulte est plus porté sur le côté ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et où c'est pas forcément un regard de pitié, mais ça va être un regard qui va être de compassion. C'est oh, la vie doit être dure. Et c'est jamais quand on me croise et qu'on me pose des questions, c'est en effet la vie doit être compliquée. Et c'est jamais bah tiens qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? C'est alors que nous on gravit des montagnes ou même une personne en fauteuil qui vit sa vie, qui fait du tennis et qui va au boulot, il y aura toujours cette première question de ça doit être compliqué la vie. Et même quand on leur dit c'est plutôt facile. Non, mais je pense que c'est dur. Et en fait, ce côté-là est très difficile à faire changer, en fait, parce qu'aujourd'hui, dans la société qu'on a, en fonction des pays, évidemment, le handicap est plus ou moins accepté. Mais ce qu'on remarque, c'est dans les pays anglo-saxons, le handicap, il n'y a pas trop de sujets. On voit des personnes en fauteuil dans la rue, etc. Et pour nous, par exemple, qui habitons à Paris, les personnes en fauteuil, on en voit très peu. Parce qu'une personne en fauteuil, quand elle se déplace à Paris, ben, elle prend pas le métro. Le bus, c'est compliqué, il faut l'attendre, etc. La vie est beaucoup plus lente quand on est en fauteuil dans une grande ville comme Paris. Et parce que justement, l'environnement n'est pas forcément adapté à une personne en fauteuil. Et c'est ça qui complique les choses parce que si un valide voit 15 fauteuils par jour dans la rue, mais il se posera plus de questions de savoir si la vie est dure parce que, ben, en fait, ils font comme lui. Donc, ce regard-là va changer. On croise les doigts que les Paralympiques vont avoir un impact là-dessus. Oui, parce que Paris va accueillir les Jeux Olympiques et donc aussi les Jeux Paralympiques l'année de 2024. Alors Paris, tu le disais, où l'accessibilité du métro est véritablement un des points noirs pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes en fauteuil roulant, essentiellement pour une question d'ascenseur, en fait. Et Si c'est j'ai ça, pas... les stations ne sont pas du tout adaptées aujourd'hui. Il y a une seule ligne qui est la ligne 14 qui est vraiment adaptée. Et mais même cette ligne-là, bah, si l'ascenseur ne fonctionne pas pour atteindre le métro, bah, on peut pas l'utiliser. Et donc c'est ça mais qui bloque la facilité en fait. Parce que si nous on a la chance d'avoir une voiture, donc on peut se déplacer facilement, mais en effet les règles aujourd'hui de la RATP quand on prend le bus en fauteuil, c'est un fauteuil par bus. Ben, donc quand on est deux copains en fauteuil, ben, on doit prendre deux bus différents à potentiellement un quart d'heure d'écart. Enfin, c'est ce genre de règles qui entravent un peu la liberté de déplacement, l'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes qui en effet met énormément de freins à pouvoir se dire, ben voilà, je suis comme tout le monde, j'ai envie de me déplacer et j'ai envie de profiter de ma vie. Oui, je note cette phrase importante qui, pour des personnes valides, est en effet peut-être une réalisation à force de compliquer l'accès des personnes handicapées à l'espace public, ben, on les voit pas ou pas trop. Du coup, ça favorise pas le dialogue, la compréhension, la vie normale, quoi, hein. C'est bon. Je note, merci pour ton témoignage sur ce point. Alors, tu sais, le temps passe très vite dans cette émission aussi. On arrive déjà à la question bonus. Euh, la question bonus, c'est la dernière question de l'émission. Vous le savez, vous qui écoutez l'émission, j'ai l'habitude de demander à notre invité de nous recommander une ou des voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Alors, ça peut être dans tout domaine.
c'est un partage, une inspiration. Pierre, quelle voix as-tu choisi de mettre en avant? Bon, on a plein de voix qu'on a envie de mettre en avant, évidemment. Et non, je pense à Virginie Delalande, qui est une personne assez incroyable. C'est une personne qui est sourde et qui a réussi à devenir avocate contre toute attente et qui plaide aujourd'hui dans énormément d'affaires. Et en fait, elle a une vision très forte sur le handicap, l'acceptation, l'adversité. Parce qu'on lui a toujours dit, si tu es sourde, tu ne pourras pas devenir avocate, c'est impossible. Parce que quand on plaide, en fait, comment est-ce que tu vas faire si tu ne t'entends pas plaider? Et en fait, aujourd'hui, elle est conférencière aussi, et en fait, elle a un message très fort à faire passer là-dessus. Et je pense aussi à sur un autre sujet, sur la mobilité pour tous. On connaît très bien Charlotte Allo qui a créé un système d'adaptation pour des trottinettes électriques pour les fauteuils roulants. Donc ça s'appelle Omni. Et en fait, ce système permet à tout fauteuil d'être clipsé sur une trottinette et de pouvoir se déplacer facilement. Et donc voilà, c'est ce côté mobilité dont on parlait et facilité de déplacement qui, en effet, change la vie d'une personne en fauteuil. Et donc voilà, ces deux voies sont très chouettes à entendre, je pense. Merci Pierre pour ces recommandations. Pierre, c'est la vie en mouvement. Merci aussi de l'exemplarité de ton récit avec Myriam, un récit qu'on peut lire, donc qui est retrouvé en librairie ou dans les applications de livres numériques. C'est aux éditions Fayard, Un éclat dans le noir, un récit en temps réel qu'on peut suivre. C'est évidemment sur ton média Wild World, sur les réseaux sociaux qui accompagnent ce média. J'observe que c'est important dans votre récit, dans votre communication. On vous trouve où sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, on va nous retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube. Et en fait, sur Instagram, voilà, en fait, sur le blog, on va mettre en avant nos voyages, nos récits de voyage, avec énormément d'informations sur l'accessibilité et de tous les lieux qu'on visite. Et la partie Instagram et YouTube, c'est plus là, en effet, pour montrer en images et en vidéo comment ça se passe. Pierre Cabon, merci d'être passé dans cette émission. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.